Oui, bonjour Étienne, et merci à toutes et à tous. Alors, je suis Edgar Charles Mbanza, je suis chercheur. Je viens de finaliser des projets sur les objets connectés et l'intelligence artificielle, évidemment, respectivement avec l'Institut Télécom et l'Université Côte d'Azur. Bon, sinon, voilà, j'ai effectué ma thèse sur ce que j'appelle l'ordinaire technocommunicationnel en Afrique dans la ville en crise. Voilà, donc pour moi, j'essaie de trouver un lien entre les médias traditionnels, les médias nouveaux et surtout le numérique de dernière génération, du côté des usages surtout. Euh, je voudrais à présent qu'on explore un peu un autre domaine qui n'est pas loin de la communication, mais qui peut paraître un peu particulier, c'est celui de la mobilisation des algorithmes dans les univers de la maladie, du handicap, en quelque sorte, ces contextes singuliers-là. Et ce qui préoccupe évidemment notre ami Edgar Charles Mbanza, et donc où en est-on réellement avec les solutions algorithmiques dans ces domaines-là? Merci beaucoup, Étienne. Enfin, d'abord, je voudrais vraiment remercier mes précédents collègues qui viennent d'exprimer de présenter avec clarté les préoccupations des constants et des pistes qui sont aussi les miennes. Voilà, moi que je vais essayer de voir du côté de la santé. Alors, appréhender l'intelligence artificielle et la santé, enfin, nous semble extrêmement pertinent, hein, toujours dans la perspective évidemment de l'histoire et des théories de l'information et de la communication, pour plusieurs raisons. En fait. Enfin, le champ de la santé apparaît comme un formidable terrain d'observation pour tous ceux qui s'intéressent aux manières dont la numérisation du monde est en train de s'opérer justement à l'échelle du corps et des environnements de vie, de nos territoires d'intimité, comme le disait Destiny, enfin, de nos émotions et de nos comportements les plus triviaux. Alors, le corps et le soin alors, deviennent donc un poste privilégié d'observation et d'analyse pour interroger l'innovation technique et informationnelle, justement, dans le cadre de cette nouvelle économie de la décision, plus particulièrement dans des contextes de crise, de pénurie, d'urgence ou de fragilité sociale ou de fragilité des corps. Alors, la captation et l'exploitation, évidemment, des données enfin, s'inscrit aussi dans un processus extrêmement important de convergence, enfin, ou même d'effacement des frontières entre des territoires traditionnellement distincts. Enfin, la santé, par exemple, et le ludique, la santé et les consommations de contenu informationnel classique, via tous ces médias enfin, qui sont avec nous, le téléphone mobile, dans nos environnements de vie, la télévision, enfin, la radio, et enfin, les nouvelles formes de radio qui ne sont pas nécessairement encore présentes en Afrique, mais qui sont là, la domotique, enfin, etc., etc. Et surtout, cette informatique distribuée qui est déjà présente dans nos vies ordinaires. Alors, c'est pourquoi c'est extrêmement important, enfin, en tout cas pour nous, pour les sciences de l'information et de la communication, qui ont cette vocation aussi plurichamp et pluridisciplinaire, de s'intéresser, bien sûr, à la santé, comme on le fait depuis longtemps d'ailleurs. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, et mes collègues enfin, l'ont déjà dit, c'est que l'analyse de l'IA dans la santé permet d'analyser de près, enfin, avec une perspective intéressante, la reconfiguration du statut même de l'usager, hein, du récepteur, et qui n'est plus seulement, notamment dans les situations d'usage. Alors, on voit qu'il y a un nouveau système, justement, algorithmique, hein, enfin, sollicite davantage et de manière singulière le travail usager, hein, le travail patient, comme on le dit dans la santé, et sa participation, en même temps que parfois ça se fait à son insu. Hein, et il en devient non seulement un simple validateur, un simple récepteur passif, mais surtout un co-créateur de valeur. C'est ça qui est original. Mais quand on regarde l'histoire des études justement en sciences médiatiques, on l'a déjà montré d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi c'est extrêmement intéressant de revenir sur les fondamentaux et de lier en tout cas les champs qui apparaissaient extrêmement éloignés. Alors, la question qu'on peut poser, enfin, et nos collègues l'ont déjà évoqué d'une certaine manière aussi, c'est on voit l'intelligence artificielle s'inscrit généralement dans le paradigme du corps augmenté, du corps performant. Hein. Alors, comment on peut étudier les enjeux sociaux, analyser ces enjeux citoyens à l'échelle du corps
dans des situations, dans des contextes où le corps est affaibli, ou tout simplement dans ces contextes de pénurie sociale, logicielle, cognitive, etc. Enfin, la santé, encore une fois, rejoint de manière pertinente les questionnements classiques qu'on se pose dans les études médiatiques. Alors, c'est surtout la grande question, c'est que là, enfin, on l'a déjà montré en sciences informationnelles, c'est qu'on a vraiment, enfin, que ce soit en santé, en éducation, même en économie, on a plus que jamais une technologie qui sollicite les compétences, enfin, en tout cas, qui renvoie à la problématique des littératies, des compétences. Alors, la question, c'est, là, on a souvent pensé à l'intelligence artificielle dans des domaines assez performants, enfin, encore une fois, industriels, de surveillance nucléaire, etc., etc. Mais non, on sait très bien que les solutions innovantes dans le domaine de la santé sont celles qui savent intégrer le mieux l'intelligence ordinaire, banale, triviale, les modes de faire opératoires dans des situations les plus simples et surtout les plus précarisées. Donc, c'est ça, vraiment, enfin, où ça rejoint les questionnements qu'ont posés mes collègues. Alors, rapidement, mais où en sommes-nous? Évidemment, les sciences de l'information et de la communication doivent prendre avec réflexivité, en tout cas, tous ces discours promotionnels marchands sur l'intelligence artificielle. Hein. Parce que voilà, on entend beaucoup de choses, mais la science, enfin, avec ses outils d'analyse de discours, d'analyse de modèles, d'analyse de ce qu'on appelle les discours d'accompagnement, on est les mieux placés. Alors, c'est vrai que les systèmes algorithmiques ne se trouvent pas au coin de la rue partout. Par contre, même que ce soit en Afrique ou dans les territoires précarisés ou fragilisés d'Europe, les citoyens sont déjà soumis à la décision algorithmique via notamment la captation des données, enfin, via notamment des décisions de leur gouvernance et via beaucoup de choses. Alors, en Afrique, on peut, comme dans les territoires précarisés d'Europe aussi, enfin, on peut distinguer 3 modes de présence des systèmes algorithmiques. Il y a bien sûr ces objets ou systèmes officiels qui sont de plus en plus dans les sphères de décision médicale, hein, souvent via des intermédiaires globalisés. Hein. Mais il y a aussi une forte circulation, un marché informel d'objets connectés qui sont dans cette économie de la captation de la donnée. Alors, il y a aussi de plus en plus de programmes de développement, de solutions, souvent qui sont inscrites dans la technophilanthropie, qui participent justement à cette captation de données. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose c'est une réalité, l'intelligence artificielle, le système algorithmique est déjà parmi nous, ici ou ailleurs. Mais est-ce qu'on on peut pas interroger un peu, alors peut-être que je me trompe, vous me direz, l'opacité algorithmique dans ces domaines-là précisément? Évidemment, enfin, en fait, nos collègues, on l'a évoqué d'une certaine manière aussi, nos précédents intervenants. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui posent l'intelligence artificielle. Il y a évidemment la question, mais certains relèvent un caractère d'urgence. Hein. Alors, il y a la grande question des données, hein. Enfin, on l'a vu, hein, mais surtout dans des pays où il n'y a pas de réglementation encore au point. On sait que de plus en plus en Europe, il y a des réglementations pour encadrer la captation des données. D'ailleurs, on a vu que ces réglementations aussi sont parfois déstabilisées en cas de crise. Hein. On peut évoquer en Europe le RGPD, enfin, on peut évoquer la loi informatique et liberté en France. Il y a beaucoup de choses. Alors, évidemment, à chaque fois, la grande question, c'est de comment à la fois mettre en place des cadres qui favorisent l'innovation numérique tout en protégeant les citoyens. C'est un équilibre extrêmement délicat qui n'est pas encore abouti, même dans les pays pionniers. Alors, mais la grande question fondamentale, c'est que l'efficacité de ces nouveaux intermédiaires algorithmiques repose en grande partie sur l'accès, évidemment, à l'informatique distribuée et sur l'accès à des super bases de données interconnectées, enfin, parfois dans des champs différents, que ce soit les collectes de données administratives, les médias classiques, les médias nouveaux, les traces d'interactions socio-numériques sur les réseaux sociaux, enfin, via les contenus qu'on consomme avec cette abondance. Alors, c'est un système des plus complexes qui, en grande partie, échappe aux utilisateurs les plus avisés. C'est déjà dans la captation des données. Mais ce qui est encore opaque,
Alors, contrairement par exemple à la première génération de systèmes experts, hein, on en connaissait un certain nombre dans le domaine de la santé, où enfin, il y avait une clarté, en tout cas une préconception entre la donnée brute et la décision signifiante, enfin l'information signifiante. C'est le contraire avec les systèmes. Pardon. C'est exactement le contraire avec le système actuel. Alors, ce qu'on peut dire, c'est quoi? Au-delà de l'extraction, c'est la nature technique des processus de traitement des données qui se singularisent par la non-accessibilité humaine de ce qui se passe entre la collecte des données brutes et l'information signifiante finale. Alors, tout ça, enfin, cette opacité fait partie de la nature intrinsèque des algorithmes de dernière génération. C'est évidemment l'informatique distribuée, c'est notamment au niveau des modèles d'inférence, des systèmes, des modalités d'apprentissage, notamment de l'apprentissage profond. Alors, il s'agit bien sûr d'un progrès important. On l'a vu notamment en termes d'analyse d'images, par exemple, de reconnaissance des formes, d'exploitation de certaines caractéristiques, par exemple, pathologiques à partir de l'audio, de la vidéo, ou même de différentes données physiologiques dans le domaine de la santé. Mais la question est par contre, du point de vue des sciences humaines et sociales, enfin, l'algorithme tend à se substituer tout simplement à l'expression du patient, d'une part, et de l'autre, à la décision, au raisonnement plutôt du médecin, du praticien médecin. Alors, au final, c'est qu'il est évacué les dimensions profondément, fondamentalement sémiologiques et sociales de la maladie et du soin. C'est une grande question, notamment pour les sciences humaines et sociales, enfin, et surtout dans mon pays en voie de développement. On sait très bien que la situation de communication entre le médecin et le corps soigné est essentielle. Et surtout, cela, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais ça pose d'importantes questions dans des domaines vitaux, évidemment comme la santé, mais aussi comme la démocratie, comme l'éducation, comme la culture, etc. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une question dans la salle. Et sinon, en attendant, une autre question que j'adresse à nos panélistes, c'est à propos du cas de l'Afrique. Un participant dit qu'on sait très bien que les WhatsApp, Facebook, etc., tous ces grands-là, éventuellement, évidemment, convoitent, j'allais dire, les données qui sont issues, évidemment, données massives issues de l'Afrique, des usagers africains. Et donc, sa question, évidemment, c'est comment aller vers l'intelligence artificielle tout en protégeant un peu de ces ressources-là, quoi. Je ne sais pas si destiné sans doute enfin, doit avoir une réponse plus appropriée, mais je voulais juste dire un petit mot rapidement, enfin, parce que je l'évoquais, hein, moi je pense qu'il faut que nos pays d'Afrique, nos pays du Sud, enfin nos pays en voie de développement en général, suivent aussi enfin, cette dynamique de réglementer. Pas de réglementer pour censurer, mais réglementer tout en favorisant enfin, l'innovation, mais tout en protégeant surtout les citoyens, les libertés publiques, et puis mais, surtout les précautions éthiques. C'est très difficile, mais je pense qu'il faut que l'Afrique, nos pays en tout cas, de manière communautaire, fasse encore davantage sur le côté juridique. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, la deuxième chose, ce qu'Olivier venait de dire, il faut davantage impuissancer, enfin, capaciter les usagers via des communautés d'usagers et surtout, enfin, c'est ce que j'appelle moi la co-conception apprenante, les associer de plus en plus dans les processus de conception. Pas seulement aller les interroger via des questionnaires lorsque la solution est en circulation sociale. Les associer à l'université, enfin, permettre à ce que des citoyens, notamment des patients dans le domaine médical, des groupes d'usagers des médias, puissent travailler, en tout cas, créer des formes d'associativité avec des universitaires, avec des industriels aussi, avec nos innovateurs qui sont très dynamiques en ce moment. C'est très important parce que, je le répète encore et je le dis, même dans les pays les plus développés, il est très difficile de contrôler les modèles d'inférence. Par contre, on peut exiger
plus de transparence comme on le fait en Europe. Par exemple, enfin, il y a des choses qu'on doit faire, par exemple, identifier à chaque fois les personnes qui sont responsables de la captation des données, les personnes morales ou physiques. En France, en Europe, c'est une obligation, mais en Afrique, non. Même les sites web, par exemple, des solutions qui sont hébergées en Europe contournent cette réglementation, par exemple, quand ils sont sur les pays en voie de développement. Il y a des choses, en tout cas, associer les citoyens, ça c'est important. Il y a énormément d'expériences qu'on peut décliner sur le continent en fonction de nos réalités. Exiger davantage de transparence pas seulement chez les GAFA, parce que ce qu'on ignore, c'est que cette économie, enfin, ce commerce globalisé de captation, d'extraction, moi j'aime dire, de données dans les pays en développement, ce n'est pas seulement l'œuvre des GAFA, même c'est l'œuvre énormément d'opérateurs, énormément d'entrepreneurs, énormément aussi de gouvernements et parfois d'ONG, par exemple. Donc, c'est vraiment une question de réglementation, de participation citoyenne et puis de transparence dans les mondes ingénieurs. Voilà. Oui, mais au niveau citoyen, précisément, comment l'envisager? Est-ce que c'est chacun qui se bat ou est-ce que, comme propose quelqu'un, il faut mettre des dispositifs communautaires et quel type de dispositif d'ailleurs? Alors, moi, je vois très bien, par exemple, dans le domaine de la santé, on a la chance en Afrique, en Europe aussi, mais en Afrique, c'est qu'on a beaucoup de communautés qui se sont organisées depuis les dernières depuis les pandémies des dernières décennies, qui sont très actives, qui peuvent jouer un rôle important que ce soit au niveau de tout ce qui est diabète, VIH, des maladies rares. Il y a de plus en plus de communautés qui sont là. Ces communautés, il faut les réactiver, les impuissancer, comme disent les Canadiens, et puis surtout les mettre dans des fédérations dans des tiers-lieux, dans des living labs, par exemple, où ça se rencontre des ingénieurs, des médecins, des chercheurs. Et puis, surtout, j'ai oublié quelque chose d'extrêmement important. Je pense qu'il est important d'encourager la pluridisciplinarité, surtout au niveau de la recherche. Une pluridisciplinarité, les sciences de l'information et de la communication, on est très bien noté parce qu'on est par essence une interdiscipline, on sait travailler, mais c'est très important. Par exemple, moi, faire travailler par exemple les ingénieurs et les sciences sociales, moi je viens de passer 4 années dans des écoles d'ingénieurs, Télécom et Oliat, laboratoire de Polytechnique, plutôt de l'Université de Côte d'Azur. Et ces gens s'interrogent aussi, les ingénieurs s'interrogent, ils aimeraient bien dialoguer avec des sociologues, avec les sciences de la communication, avec des psychologues, pour essayer de mettre en place des solutions qui sont plus éthiques et plus efficaces. Parce qu'on sait très bien qu'il y a plus une solution intégrée, donc ça veut dire prendre en compte les dimensions humaines et sociales, ça veut dire une articulation entre l'assistance, par exemple, numérique, intelligente, et l'assistance sociale humaine. On sait que c'est une solution qui est efficace et qui doit marcher sur le marché. Donc, tout ça, ce qui manque sont des cadres et je pense que l'Afrique peut avoir une longueur d'avance parce que nous avons quand même certaine proximité entre les concepteurs et les usagers. Lorsqu'on voit, par exemple, l'écosystème d'innovateurs en Afrique, ce sont des gens du quartier, de la cité. Et est-ce que l'une des solutions pour l'Afrique ne serait pas de faire un peu ce que l'Europe a fait ici, le RGPD, c'est-à-dire pousser un peu nos États et en particulier l'Union africaine à mettre en place une loi qui gouverne, qui réglemente en quelque sorte la collecte des données, mais aussi comment on appelle ça, la mise en place des cookies, etc., etc. Est-ce que ce n'est pas l'une des solutions possibles pour effectivement l'Afrique? C'est pas si. Moi, je pense que tout ce que j'avais à dire, Destiny a dit, est exactement le RGPD à l'Afrique, à l'africaine. C'est très important. La traçabilité des données, ce que j'avais dit dans la transparence. Et surtout, il y a 2 jours, justement, j'étais à une conférence dédiée à ça. Il y a un concept, justement, qui émerge en Europe, c'est la souveraineté numérique. Destiny vient de le dire. C'est très important. Et moi, je pense que l'Union africaine, c'est l'échelle la plus pertinente pour faire cela.